Docteur David Shapira, bonjour Boker Tov. Boker Tov et bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, ce dimanche matin, à la veille donc de cette nouvelle échéance électorale. Alors on a fait appel à votre expérience et à votre talent d'observateur de la réalité israélienne, de la société israélienne, pour essayer de nous dresser une sorte de bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois, depuis que la dernière Knesset a été dissoute, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la veille de cette consultation électorale, la troisième en un an. Est-ce que vous avez senti que les Israéliens avaient plongé au cours des derniers mois dans une véritable torpeur hivernale et qu'ils en sont sortis quelque peu ces dernières semaines ? Alors malheureusement, je ne crois pas. Et d'ailleurs, la radio israélienne ce matin a joué un exercice très intéressant. Ils ont repassé la dernière émission avant la première dissolution, ou la deuxième dissolution en septembre 2019. Et en fait, ce qui avait été dit la veille du deuxième tour, enfin des deuxièmes élections, est à peu près la même chose qu'on peut dire aujourd'hui sur les troisièmes élections. Donc David, je vous rassure. Daniel, je vous rassure, comme dit l'Ecclésiaste, rien ne change sous le soleil, rien n'a véritablement changé. Et je crois que si on voulait un petit peu résumer la situation, il me semble que chaque bloc politique adopte une stratégie, c'est-à-dire des aspirations. Tout d'abord, au sein du Likoud, on est presque sûr de se rapprocher du nombre des 61 députés qui peut former une majorité au sein de la Knesset, une coalition majoritaire. Au sein du parti bleu-blanc, on espère sur ce qu'on appelle un phénomène de déserteur ou de désertion. On espère récupérer 1 ou 2 ou 3 députés du Likoud qui en auraient assez des affaires judiciaires juridiques de Netanyahou avec l'aide de Lieberman, et on arriverait peut-être aussi au nombre de 61. Au sein du parti travailliste Meretz, donc de la gauche, extrême gauche, eh bien on espère un gouvernement minoritaire soutenu par la liste unifiée arabe et Lieberman. Et ça aussi ça a été démenti par Bleu-Blanc. Enfin, ce qui est très intéressant aussi dans cette dernière campagne, c'est de voir l'évolution du vote arabe israélien, qui devient de plus en plus important. Je pense que vous avez rappelé, vous en avez parlé, du fait que de 13 députés, on pourrait arriver à 15 ou 16 députés arabes au sein de la Knesset, ce qui rend encore plus difficile le rassemblement majoritaire d'une coalition au sein de la Knesset. Alors, dans la presse israélienne de ce matin, on voit de nombreux éditoriaux, mais il y en a certains qui se rassemblent sur une sorte de même idée pour éviter les quatrièmes élections, parce qu'on est obligé d'y penser dans la conjoncture actuelle. Bien, aujourd'hui, il semble bien plus clair que l'effort entrepris pour former un gouvernement de droite est moindre que celui entrepris pour former un gouvernement de centre-gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appréciation ? Alors, si on demande à Benjamin Netanyahou qu'est-ce qu'il en pense, Netanyahou est déjà lui dans la préparation d'une quatrième échéance électorale. Ah, vous pensez qu'il ne... Parce qu'il a dit ce matin qu'il y aura des surprises. C'est-à-dire, si par exemple le bloc de droite atteint 59 députés, il lui manquera 2 députés, qu'il a sous-entendu qu'il y aura des désertions de partis bleu-blanc, ce qui n'était pas le cas en avril dernier. Alors, Bleu-Blanc espère des déserteurs, et le Likoud, Netanyahou, espère lui aussi des déserteurs. Tout le monde espère une désertion générale d'un camp. Et pour l'instant, imaginons qu'il n'y ait pas de désertion, parce que c'est ce que tout le monde, parce qu'on est tellement proche, chacun est proche en fait du but à 2, 3 ou 4 députés près. Donc, s'il n'y a pas de désertion, évidemment, s'il y a une désertion... Non, parce que un simple calcul, il ne faut pas avoir eu la médaille Fields, c'est-à-dire le prix Nobel des mathématiques pour le comprendre. On est à 59 députés, 58 ou à 57 députés du côté du bloc de droite orthodoxe, mais du côté de Bleu-Blanc, eh bien... On a du mal à voir, puisque le Bleu-Blanc, le parti s'est lui-même restreint et a affirmé qu'il ne sera pas soutenu par les partis arabes, qu'il n'y aura pas d'accord avec les partis arabes.
Alors, comment parvenir, c'est-à-dire, on est encore très loin, c'est-à-dire, puisque lorsque les sondages parlent de 55 ou 56 députés du côté du centre-gauche, eh bien, c'est avec les partis arabes, avec justement 13 ou 15 partis arabes. C'est vrai, vous avez raison. On a du mal à imaginer une coalition centre-gauche, même avec Lieberman et même avec... C'est ça, avec Lieberman. Même avec Lieberman et même avec le Parti travailliste. Vous avez raison, je ne comprends pas très bien combien de déserteurs espère avoir le Parti bleu-blanc. C'est pour moi encore une énigme. Ceci étant dit, il y a encore un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est le facteur des budgets des yeshivot, qui doit se terminer en avril. Et dans le cas encore une fois, d'une 4e échéance électorale, eh bien, ce budget qui doit être voté par une majorité par le Parlement risque bien d'être asséché. Et ce serait aussi une des raisons pour lesquelles on pourrait s'attendre aussi peut-être à des surprises du côté des orthodoxes. Notons, Daniel, deux choses qui sont deux fondements qui sont très importants en ce qui concerne les partis orthodoxes, c'est-à-dire que ce soit le parti de Yadut HaTorah et de Shas. Tout d'abord, il y a une épée de Damoclès qui concerne l'enrôlement des élèves des yeshivot au sein de Tsahal, et je dirais la pression qu'a exercé la Haute Cour de justice pour qu'une loi soit légiférée pour enrôler, intégrer ces élèves des yeshivot au sein de Tsahal, ce que Netanyahou promet au parti orthodoxe de ne pas réaliser, mais il y a quand même une épée de Damoclès, et comme je viens de le rappeler, il y a aussi une autre épée qui s'appelle les budgets des yeshivot, sans lesquels les yeshivot ne pourraient pas survivre dans le cas où il n'y aurait plus de budget. Donc tout ça met une pression énorme sur les partis orthodoxes, sur ces deux sujets-là. Et pourtant, il faut bien avouer, David, on a l'impression que du côté du bloc de droite, pour l'instant, eh bien, il est relativement solide. Et c'est même, on peut dire, Aryeh Deri qui a été l'initiateur de ce bloc de droite après les précédentes élections. Et on ne voit pas de faiblesse. Si la faiblesse, elle vient, c'est plutôt du côté de Yemina, le parti de Bennett, plutôt que du côté des partis orthodoxes. Écoutez, comme vous avez raison de dire relativement solide, est-ce que ces partis tiendront même face au danger d'un manque de budget? Je ne sais pas. Là maintenant, on parle maintenant de prophétie. Si vous voulez mon avis personnel, on va vers des 4e élections. On se dirige vers des 4e élections et on reparlera de la même campagne et des mêmes problèmes, et jusqu'à ce qu'on ne trouve pas une solution pour former une coalition de 61 députés. C'est très triste à dire, mais il me semble aujourd'hui, si vous me posez la question, que nous nous préparons déjà à la 4e échéance électorale qui aura lieu dans 6 mois. Comment vous expliquez d'abord que Binyamin Netanyahou, avec ce boulet, ce fardeau des 3 actes d'accusation contre lui, son procès qui s'ouvre dans 15 jours, eh bien parviennent malgré tout à obtenir, c'est-à-dire même renforcer le bloc de droite par rapport aux précédentes élections? Comment vous expliquez cela? Eh bien, il me semble qu'il y a eu une campagne qui a été un peu plus agressive, je dirais un peu plus agressive ces derniers jours, qui tente à discréditer le dirigeant bleu-blanc Benny Gantz avec toutes sortes de plutôt des vidéos, des enregistrements qui ont été sortis. Donc ça peut faire changer une partie de l'électorat qui quand même reste assez quand même indifférent et fatigué de cette 3e échéance électorale. Vous savez, ce matin, en écoutant les informations pendant quelque temps, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup plus du coronavirus que des élections qui ont lieu dans moins de 24 heures. Donc ça me fait sourire parce que on a vraiment l'impression que c'est le coronavirus qui attire l'attention des Israéliens et de la presse ou des radios israéliennes, beaucoup plus que les élections encore une fois, on a l'impression qu'on retourne aux urnes, mais qu'on y retourne pour pas grand-chose, parce que justement personne ne pourra arriver à remplir une majorité, à former une majorité de 61 députés, et donc on a vraiment l'impression qu'on se prépare pour le printemps à une nouvelle échéance électorale.
Alors, il y a une solution qui avait été au cœur de la précédente campagne, c'est le gouvernement d'union nationale qui avait été prôné par Lieberman. Là, on n'en parle plus du tout. Ça vous semble... Comment vous expliquez cela, que finalement, cette option qui pourrait être logique, puisqu'on est entre les deux partis autour de 70 députés, entre Bleu Blanc et le Likoud, on n'en parle plus du tout? Parce que ce serait un harakiri de la part du parti Bleu Blanc qui ne cesse de répéter qu'il ne s'associera pas avec le Likoud si Netanyahou est toujours à la tête du parti Likoud. Et il le répète à tous les électeurs, un autre candidat autre que Netanyahou pourrait très très bien faire l'affaire et faire réussir justement la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et je pense que si ils violent leur engagement de ne pas s'associer avec Benjamin Netanyahou, je pense que c'est le début de la fin et peut-être même la fin du parti bleu-blanc, parce que ce serait vraiment se faire un genre d'harakiri. Mais finalement, est-ce que on n'est pas aujourd'hui dans une forme d'harakiri aujourd'hui permanent de bleu-blanc, dans la mesure où, regardez, il se suffit de revoir ce qui s'est passé lors des précédentes élections. Il était question, par exemple, de former un gouvernement d'union nationale pour 6 mois avec Benjamin Netanyahou à la tête, et ensuite c'était Benny Gantz qui était Premier ministre. Les 6 mois dont on parlait à l'époque en septembre sont en train de se terminer. Le gouvernement, normalement, Benny Gantz aurait pu entrer tranquillement à la présidence du Conseil et s'asseoir dans le fauteuil de Benjamin Netanyahou ce mois-ci, au mois de mars. Finalement, ce n'est pas une erreur. Daniel, oui, évidemment, vous avez raison. Vous avez raison, et c'était l'intransigeance de Yair Lapid qui n'était pas prêt à signer un tel arrangement, car pour lui c'est un arrangement justement, et c'est contraire à la promesse que le Parti Bleu Blanc a fait à ses électeurs. On est vraiment piégé là, on est dans une situation... C'est quand même étonnant, David, une chose, c'est que les partis politiques, soudain, après avoir pendant des décennies vendu à leurs électeurs des promesses qu'ils n'ont jamais tenues, là ils tiennent leurs promesses. Quand il s'agit de Netanyahou, ils tiennent leurs promesses, mais finalement, au bout du compte, on n'arrive à rien. À partir du moment, où un parti politique tient ses promesses, la vie politique est totalement gelée. Oui, mais vous êtes en train de dire que de toute façon on a l'habitude que tout le monde mente, et quand une fois ils disent la vérité, on est très étonné et très surpris. Alors c'est un constat un peu cynique, mais un peu lamentable aussi, un peu attristant. Ah, ça y est, pour une fois ils respectent leurs promesses, donc on est très surpris. Et tout est gelé. Mais il semble quand même que cet engagement de ne pas s'associer avec Netanyahou est quand même, je dirais, une ligne majeure et principale de la campagne de... Est-ce que c'est, à votre avis, la seule ligne de Bleu-Blanc qui maintient le ciment au sein de ce parti? Oui, parce que beaucoup d'électeurs, beaucoup d'Israéliens, qui se sentent d'ailleurs proches des idées du Likoud, ne peuvent plus envisager de voter pour Netanyahou, pour toutes sortes de raisons, que ce soit ses affaires juridiques ou d'autres d'ailleurs, et votent Parti Bleu-Blanc non pas par amour de Benny Gantz, mais plutôt par détestation de Benjamin Netanyahou. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même assez large parmi les électeurs, je dis, du Parti Bleu-Blanc, qui ne peuvent plus, voir l'image de Netanyahou ni à la télévision, ni entendre à la radio. Donc oui, c'est important, c'est un engagement important et qui réunit quand même pas mal d'électeurs, tout sauf Bibi, comme certains le disent. Alors, vous avez l'impression que Benny Gantz, on a beaucoup parlé ces derniers jours de son leadership, de son image, Est-ce que vous avez le sentiment que Benny Gantz a les épaules suffisamment solides pour être un Premier ministre face aux enjeux, que ce soit les enjeux sécuritaires, et là, il ne s'agit pas d'être chef d'état-major, c'est vrai que ça apporte une certaine expérience, mais il s'agit de prendre des décisions, et d'être l'homme seul au sommet de la pyramide pour prendre ses décisions. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a suffisamment d'épaules pour occuper ses fonctions? Écoutez, c'est vrai que certains observateurs, journalistes commencent à lever les sourcils et se demander est-ce que c'est le leader que l'on attendait, le libérateur, le sauveur qui allait... Et c'est vrai, vous avez raison de remarquer aussi qu'il n'a pas d'expérience politique, il n'a jamais été député, il n'a pas été ministre. Ça fait un an qu'il est député, plus ou moins. Oui, député, mais dans des parlements qui s'autodissous, exactement. Ouais. On peut dire, oui, c'est un visiteur au Parlement. Mais en tous les cas, il n'a pas une expérience parlementaire extrêmement riche, et encore moins, il n'a jamais été ministre. Donc vous avez raison de souligner que certains se demandent si c'est vraiment le leader. Mais ça, on pourra encore l'affirmer qu'une fois qu'il aura
assurer, s'il réussit en tous les cas, des fonctions de Premier ministre. Mais toutefois, cependant, je tiens aussi à dire que lorsque Netanyahou accuse ou dit, ou plutôt, accuse Benny Gantz qu'il n'attaquera jamais l'Iran, il n'attaquera jamais l'Iran. Je me demande aussi quand est-ce que Netanyahou a lancé l'aviation et les tanks contre l'Iran et attaqué l'Iran. Ça aussi, ça fait partie en fait de tous ces arguments de campagne électorale qui me font hausser les sourcils. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on peut s'attendre demain à peu près à 1 ou 2 mandats près au même résultat que la première échéance électorale. Nous sommes, Daniel, si je devais résumer, dans une impasse du système électoral. Le pays se trouve face aussi à une impasse parce qu'il ne peut pas, encore une fois, à moyen terme et à long terme, se gérer de cette façon, fonctionner de cette façon, et personne, et ça je suis très étonné, personne ne se pose la question comment on peut réformer le système électoral pour ne pas arriver dans de telles situations qui sont loufoques, qui nous donnent une image exécrable de notre système démocratique dont nous sommes très fiers. Je parle de la démocratie en Israël, et personne ne parle encore une fois de changer les structures ou la forme du scrutin électoral pour ne pas arriver à ce genre de situation. Eh bien, docteur David Shapira, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir fait partager vos sentiments à la veille donc de ces élections pour la 23e Knesset. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bon vote demain et bonne semaine. Shavua Tov. Merci, bonne semaine à tous les citoyens israéliens. Voilà, merci, shalom.